les Grands Prix moto sont pour vous avec Elf et Dunlop, la passion du futur. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aussi tardivement sur le circuit Nelson Piquet pour suivre le Grand Prix du Brésil qui est la 10e épreuve du championnat du monde de vitesse moto. Avant de retrouver les pilotes de la catégorie 500 cm3 ici à l'écran Carlos Checa, eh bien on commence tout de suite par un résumé de la catégorie des 125 cm3. Auteur du meilleur temps des essais, Noboru Ueda va se faire griller la politesse dès le départ par Valentino Rossi, parti juste à ses côtés. Derrière, Frédéric Petit, 5e temps, réussit à prendre le bon wagon puisqu'il pointe le carénage de sa Honda privée en 4e position. Rossi semble alors parti pour faire cavalier seul. Mais derrière, la chasse s'est organisée avec Ueda et Martinez. Au 4e tour, le japonais et sa Honda s'emparent du commandement pour le céder un tour plus tard à Yoshi Ui au guidon d'une Yamaha particulièrement véloce. Au 9e tour, Rossi et son Aprilia officiel récupèrent la première place, tandis que derrière, Manako revient comme un diable aux avant-postes. Au 12e tour, le petit japonais et sa Honda ont refait leur retard. Il a renoué le contact avec les 3 hommes de tête et il va même s'emparer du commandement aux dépens de Valentino Rossi. Derrière, l'Allemand Manfred Gessler sort de la piste sans gravité, tandis que Giancetti, Martinez, Cecchinello, Petit et Sakata se disputent les places d'honneur. À 3 tours de l'arrivée, Ueda pointe en tête, mais Rossi attaque comme un fou pour revenir au contact. Il faudra attendre le dernier tour pour que l'Italien porte l'estocade sur son adversaire. En bout de ligne droite, c'est chose faite. Valentino Rossi avance vers une nouvelle victoire. Derrière, pour la 3e place, c'est finalement Yoshi Ui qui s'impose face à Manako. Frédéric Petit terminera en 8e position. 8e victoire pour Rossi qui conserve largement la tête au classement du championnat du monde 125. On se retrouve maintenant sur la grille des 250 avec eh bien, la grille de départ qui va défiler devant vos yeux avec pour la 5e fois depuis le début de la saison, la 5e fois d'affilée même, eh bien, en pôle on retrouve le français Olivier Jacques, un temps canon de la part d'Oggi. Oui, une superbe pole position d'Olivier Jacques puisqu'il a battu son temps de l'an dernier, son record du tour de l'an dernier de 2 secondes 2. C'est énorme, même si on sait que le revêtement est plus adhérent suite à un nouveau... enfin, ils l'ont refait, le revêtement, donc c'est bien normal. Mais ça n'enlève pas, bien sûr, la performance d'Olivier Jacques qui relègue eh bien, ses adversaires à 4 dixièmes. Oui, étonnant, Olivier Jacques qui part archi favori ici sur la piste Nelson Piquet, une piste qu'il connaît du bout des doigts et qui devrait lui porter bonheur. L'an dernier, il s'était imposé déjà face au gratin mondial. C'était sa première victoire en Grand Prix 250. Le Français avait dominé tous ses adversaires et là, cette année, eh bien, il est reparti pour faire la même chose. Ça va être peut-être un peu plus difficile parce que eh bien, il y a du beau monde sur cette grille de départ avec en 2e position le pilote Aprilia Loris Capirossi qui lui a tourné en 1,54 259 et à ses côtés on retrouve un pilote Honda. Oui, à ses côtés, eh bien, c'est Ralf Waldmann, le pilote allemand, qui a réalisé 1,54 46. Et sur la première ligne en 4e position, seulement Max Biaggi qui a des comptes à régler avec Olivier Jacques, mais il y a 2 hommes entre eux. Donc Max Biaggi, le pilote Honda, lui a fait 1,54 557. Il se retrouve en première ligne et il a bien l'intention eh bien de ne pas se laisser faire, même s'il est un petit peu largué aux essais. Il a eu des problèmes de châssis, de mise au point de son nouveau châssis. Oui, et puis pour la 2e ligne, eh bien, seulement en 6e position, Tetsuya Harada, qui a fait une belle remontée au championnat sur son Aprilia. Il est 3e au championnat du monde à seulement 7 points de Max Biaggi. Mais là, c'est donc une mauvaise surprise
que de le voir aussi loin aux essais, puisqu'il est quand même à 1 seconde 3 de la pole position d'Olivier Jacques. Il va quand même falloir se méfier de ce maudit japonais qui surgit et bien des fois du diable Vauvert pour venir coiffer tout le monde. Il nous en a fait une démonstration au Grand Prix d'Allemagne sur la piste du Nürburgring. Souvenez-vous, on pensait que Max Biaggi avait course gagnée et puis une attaque un petit peu limite du hors-jeu de la part d'Olivier Jacques. Ça a mis un peu la pagaille au sein du peloton et c'est Tetsuya Harada qui s'est montré le plus fin, alors que là on voit à l'écran William Coste, le français coéquipier d'Olivier Jacques, qui lui par contre est un petit peu dans les choux. Il n'a pas du tout réussi à cerner les réglages de sa machine. Il avoue humblement, William Coste, qui a réalisé le 21e temps, que ce n'est pas à cause de sa machine, qui a une bonne vitesse de pointe. Il n'a pas réussi à trouver les bons réglages de suspension, elle saute beaucoup et il ne se sent pas du tout à l'aise sur ce circuit qu'il ne connaît pas d'ailleurs, qu'il découvrait pour la première fois. Voilà, sur la deuxième ligne, il y aura aussi à signaler le très bon temps, 5e temps de Stefano Perugini sur l'Aprilia. Ukawa lui est 7e et Cristiano Migliorati, le premier privé, est en 8e position. On vous signale enfin pour finir que sur la Suzuki numéro 20, c'est le Suédois Johan Stegenfeld qui remplace Robinson, l'anglais, qui a été blessé et qui a dû déclarer forfait. Maintenant, les pilotes en finissent. Ils viennent se remettre exactement sur leur position acquise aux essais, avec à droite de votre écran le numéro 19 à suivre particulièrement. C'est Olivier Jacques. On est là avec lui pour une victoire, une deuxième de la saison, juste sous les yeux de Max Biaggi et de Ralph Wallmann. Oui, un Olivier Jacques qui, on se souvient, l'an dernier réussit toujours ses départs, mais qui l'an dernier était resté scotché, il était resté sur la grille à cause d'un petit problème d'embrayage. Donc cette année, je ne pense pas qu'il va on va le suivre bien sûr à l'image tout de suite, mais je pense qu'il va faire comme à son habitude, réaliser le all shot. Départ canon, l'homme canon du moment, le champion du monde à la pole position, Olivier Jacques, qui s'est fait peut-être un peu surprendre par Max Biaggi, semble-t-il, et Ralph Wallmann. En effet, là, il a marqué un tout petit temps d'arrêt, mais au premier virage, voilà, l'entrée de ce premier droite, Olivier a repris son bien. Il vire devant tout le monde, à savoir Max Biaggi, Ralph Wallmann et Ukawa, qui a fait un départ canon. Il était en deuxième ligne, et aussi Tetsuya Harada qui est dans le bon groupe. Alors tout de suite, là, c'est une chute d'un pilote Yamaha, semble-t-il, qui était parti très loin. Effectivement, c'est bien une Yamaha, le pilote ne se relève pas devant. C'est toujours Olivier Jacques qui mène le bal là avec un rythme diabolique. Il a décidé qu'il allait partir et qu'il allait laisser sur place tous ses adversaires. Voilà, Olivier Jacques effectivement n'avait peut-être pas réalisé tout à fait le meilleur départ, mais l'entrée dans la première courbe à droite qui est assez rapide puisqu'elle se passe en 3e aux environs de 180 km/h, là il a été plus incisif que tout le monde, plus vite dans le rythme Olivier, et il s'est emparé du commandement en passant à l'extérieur Max Biaggi. Voilà, Max Biaggi qui tout de suite revient dans le rythme. Là, l'an dernier, il avait chuté, il avait réussi de très mauvais essais, il était en 6e position et il avait rapidement chuté, et là il en a tiré les leçons. Il est pour le moment dans le bon paquet. Il vient menacer Olivier Jacques. Il est en 2e position avec Ralph Wallmann dans ses roues, alors que là on va revoir, voilà, c'est la chute du pilote Yamaha. On n'a pas, voilà, c'est semble-t-il le numéro 13 qui n'est autre que, si j'ai bonne mémoire, José Luis Cardozo, l'Espagnol, qui semble un petit peu touché. Là, il est emmené sur une civière, donc espérons qu'il n'a pas trop de mal, le jeune Espagnol. Devant toujours Olivier Jacques à l'attaque à la fin de ce premier tour. Il mène le bal devant Max Biaggi, menacé par Ralph Wallmann. 4 Yamaha même, avec Ukawa aux 4 premières places et Tetsuya Harada, des Honda. Voilà, j'étais encore sous le choc de la chute de Cardozo. Donc 4 Honda aux 4 premières places, et Tetsuya Harada qui lui finalement n'est pas si mal placé malgré des essais un petit peu catastrophiques. Tetsuya Harada était loin aux essais, mais il nous a souvent habitués à ce genre de choses, c'est-à-dire un petit peu en retrait, et puis en course il est toujours là, et on peut s'attendre à le voir là, d'autant plus que c'est important pour le championnat. Il est bien revenu, mais il faut encore qu'il s'accroche. Il a encore 7 points de retard sur
Biaggi. Arada, on sait qu'il bénéficie d'une moto très rapide. Il avait la meilleure vitesse de pointe aux essais et également au warm-up avec 261 km/h. On a d'ailleurs vu à plusieurs reprises qu'Arada en course pouvait s'imposer grâce à une moto un petit peu plus supérieure. Ses adversaires Olivier Jacques ou Biaggi s'en sont plaints. D'ailleurs, ils ont dit c'est à peu près impossible de battre Arada. Il est un petit peu moins vite en virage, mais il a la meilleure machine. Alors comment passer? Voilà, et le petit train qui s'est formé après 2 tours au bout de la ligne droite, toujours la locomotive Olivier Jacques dans ses roues. Il emmène bien le wagon qui va servir un petit peu pour mettre le charbon. C'est Max Biaggi qui est à son bord. Derrière, il y a un petit écart déjà. Ralph Wallmann, Yukawa Arada et Loris Capirossi. Une fois de plus, Loris Capirossi, auteur d'essais toujours étonnants, extrêmement rapides aux essais qualifs. Et puis là, en course, il n'arrive pas du tout à se mettre dans le rythme. L'Italien, c'est étonnant parce qu'il connaît bien cette catégorie. Avant d'être en 500, il avait été en 125 et puis en 250, il jouait le titre. Mais là, justement, face à Arada, son ancien adversaire sur la piste. Mais là, cette année, il n'arrive pas. En tout cas, il n'est pas dans le rythme d'Olivier Jacques ni de Max Biaggi. Oui, un petit peu de manque de réussite aussi chez Loris Capirossi. Il a fait quelques petites erreurs et puis il a été un petit peu, désordre dans son pilotage et il n'a jamais pu concrétiser. Et il aimerait vraiment faire un bon résultat et c'est un petit peu cet affolement qui le pousse à vouloir faire trop bien, trop vite et qui finalement ne lui réussit pas. Celui qui ne s'affole pas du tout en ce moment, c'est Olivier Jacques qui mène depuis le départ le Français en tête de son Grand Prix, l'homme de Rio comme on l'a surnommé, mais il est menacé, attention, par Max Biaggi qui n'a pas du tout digéré le coup du Grand Prix du Nürburgring, donc il entend bien mettre la pression sur les épaules du jeune Français et puis essayer de prendre un peu d'avance au championnat parce que là il est quand même menacé sérieusement par Ralph Wallmann et Tetsuya Arada, un championnat qui s'annonce absolument fabuleux avec des courses plus étonnantes et plus palpitantes les unes que les autres. Et une fois encore, on assiste là à une course en peloton. Personne ne peut dire qui va s'imposer ici au Brésil sur la piste Nelson Piquet en 250, même si Olivier Jacques paraît avoir pris une option avec des essais canons, un record du tour, un départ sans faute, mais il n'y a que 3 tours de couvert. Voilà, c'est le moment important du Grand Prix, celui où tout peut se jouer parce que là, Olivier a pris déjà 3 ou 4 longueurs d'avance sur Max Biaggi. C'est presque suffisant pour créer une différence importante, le sortir de son aspiration, mais pas encore tout à fait. Et si Max Biaggi arrive à rester dans la roue, dans l'aspiration d'Olivier Jacques, ça veut dire qu'il va pouvoir certainement y rester jusqu'à la fin du Grand Prix. Si au contraire, dès le début, Olivier crée un trou suffisant, il faudrait une seconde et demie au moins, et ce sera plus facile pour lui de gérer son Grand Prix. Voilà, et on retrouve le même cas de figure que dans les Grands Prix précédents, à savoir 6 hommes qui sont en bagarre pour la première place avec toujours là pour l'instant Olivier Jacques en tête, le Français impérial sur une piste qui, s'il ne l'apprécie pas particulièrement, il sait trouver les bons réglages, il sait adapter parfaitement les suspensions de sa Honda d'usine aux caractéristiques pas particulières d'une piste encore bosselée. C'est vrai que tous les pilotes se plaignent en règle générale de cette piste qui est très bosselée, très ondulée, mais Olivier Jacques, à l'image de Michael Doohan, lui s'est simplement dit je vais faire avec, et c'est celui qui s'est le moins plaint après les essais chrono. Il a dit ma moto finalement, sans être parfaite, elle va bien et puis il faudra que je fasse avec, et ça a l'air finalement cette sorte d'état d'esprit positif de porter ses fruits, alors que tous les autres pilotes derrière disaient oui mais j'ai pas réussi à trouver le bon réglage. Max Biaggi est même revenu à l'ancien châssis, il a un châssis un peu plus élaboré qui lui permet de gagner, d'être un petit peu mieux sur les bosses, mais qui tourne un peu moins bien. Alors il a hésité, il est revenu à l'ancien châssis, essayé d'autres têtes de fourche, et on ne sait pas vraiment d'ailleurs avec quel châssis il a pris le départ, parce que même au warm-up je crois qu'il était encore hésitant. En tout cas, pour le moment, ça lui est réussi parce qu'il a comblé une partie de son retard accumulé aux essais. Mais il n'est qu'en 2e position. Et là, si c'est une attaque pour le moment
de Tetsuya Harada sur son compatriote Ukawa, eh bien le petit train s'est reformé, mais seulement pour la deuxième place, parce que là Olivier Jacques est en train de prendre du champ. Il est en train de laisser sur place ses adversaires, alors qu'Harada commence à porter ses attaques. Là il s'est débarrassé en même temps d'Ukawa et de Ralph Wallmann. Le pilote japonais là est en état de grâce. Il faut dire il est sur la pente ascendante, dans une spirale de victoire totale. 3 victoires sur 4 courses. C'est l'homme fort du championnat pour l'instant. Il remonte à vitesse grand V sur Max Biaggi avec seulement 7 points de retard. Et là, eh bien, il devrait pouvoir remonter peut-être sur Olivier Jacques s'il arrive à se débarrasser d'Ukawa et à revenir dans les roues de Max Biaggi. Il est très très proche. Là, les 3 hommes sont au coude à coude et ça fait les affaires du Français. Mais en tous les cas, pour Harada, eh bien, lui, je crois qu'il doit réfléchir. Il doit se dire qu'en tous les cas, maintenant, il vient déjà de passer Wallmann, c'est bien. S'il pouvait aussi également passer Max Biaggi, eh bien, ce serait peut-être suffisant pour l'état actuel de son championnat. Et tant pis pour Olivier Jacques, qui est décidément trop rapide sur ce circuit. Un Olivier qui avait déclaré préférer l'emporter s'il devait l'emporter en bagarre avec tous les autres pilotes, mais qui allait voir comment ça se passerait en course. Et bien là, ça a l'air de se passer plutôt bien pour lui. Voilà, et Harada qui vient de se débarrasser de son compatriote Ukawa. Il est en 3e position. Il est à la chasse maintenant, le japonais, avec une machine extrêmement véloce et qui montre ici tout son potentiel sur une piste, on vous l'a dit, qui n'est pas très technique et qui favorise au contraire eh bien, les accélérations à haut régime, à moyen et à haut régime. Et c'est dans ce domaine, son Aprilia 250 d'usine fait merveille. Oui, une moto plus rapide que la concurrence depuis 2 ou 3 Grands Prix. Aprilia s'est vraiment ressaisi et on a même dit qu'il bouchonnait Harada, mais là pour l'instant il ne bouchonne pas puisqu'il revient, mais il se sert bien et merveilleusement de la vitesse de pointe de sa moto pour revenir et pour doubler les autres pilotes. Et on peut s'inquiéter parce que avec cette moto aussi performante, s'il pouvait revenir sur Olivier Jacques, eh bien celui-ci aurait du souci à se faire pour la victoire sur un circuit qui comporte 2 longues lignes droites et en particulier une longue ligne droite juste un peu avant l'arrivée. Voilà, une ligne droite d'un peu plus d'1 km 100 qui favorise les vitesses de pointe, et dans ce domaine, eh bien, la plus rapide, c'est la numéro 31 actuellement en 3e position, celle pilotée par Tetsuya Harada, qui est dans les roues de Max Biaggi. Là, il va peut-être avoir un tout petit peu plus de mal pour se débarrasser du Romain qu'il n'en a eu pour se débarrasser d'Ukawa ou de Ralph Wallmann. Et un Ralph Wallmann qui là visiblement est un peu à la dérive. L'Allemand qu'on a connu beaucoup plus incisif, en tout cas en bagarre aux avant-postes dans les autres Grands Prix, et bien là il joue un petit peu les observateurs. Il doit laisser partir ses 3 principaux adversaires, à savoir Olivier Jacques, qui lui est en état de grâce absolue et qui domine de la tête et des épaules cette première partie du Grand Prix de Brésil. Derrière, eh bien, c'est un peu plus indécis, et là c'est Harada, on vous l'a dit, il a une machine rapide, il en profite, il sait s'en servir, et c'est Max Biaggi qui vient de s'en rendre compte. Oui, et si, eh bien, nous, bien entendu, on est très concernés par ce qui se passe devant tous ces hommes. Je pense bien sûr à Olivier Jacques, puisqu'on souhaite le voir remporter un 2e Grand Prix cette saison, après sa victoire au Grand Prix d'Autriche. Eh bien, par contre, toute la bagarre et toute la pression du championnat, elle est dans ces 3 hommes, c'est-à-dire Harada avec le numéro 31, Max Biaggi le numéro 1 et Ralph Wallmann le numéro 2, des hommes qui ne sont séparés pour la victoire au championnat que par 7 points. Et ce Grand Prix du Brésil va prendre et être déterminant dans le tournant de ce championnat. C'est pour ça que là, ces 3 hommes vont se livrer à une bagarre absolument fantastique, intense, et donner tout ce qu'ils ont dans le ventre. Il va falloir aussi être très tactique, parce que là maintenant on approche de la dernière partie de la saison. Il ne restera que 5 Grands Prix à courir à la fin du Grand Prix du Brésil, et là tous les points vont compter énormément. Il faut savoir, juste pour la petite histoire, qu'il reste 175 points à distribuer. On pourrait imaginer que si aucun de ces 3 hommes ne venait à marquer de points durant tout le reste de la saison, ça pourrait être le dernier du championnat qui soit titré champion du monde. Ce serait étonnant.
étonnant. Et là, c'était juste un petit jeu sur le calcul des points. Mais devant, on ne s'amuse pas du tout. Olivier Jacques, débarrassé de la pression peut-être du titre, c'est assez étonnant à dire, mais il n'a plus rien à perdre. Olivier, il partait pour être champion du monde en début de saison. Il a été un petit peu malchanceux. Maintenant, eh bien, débarrassé de cette pression, il peut laisser libre cours à tout son talent de pilote, et il le montre là en étant en tête, et surtout il domine là ses adversaires de façon étonnante. On va également se méfier du numéro 5, le japonais Yukawa, qui talonne Max Biaggi, qui ne s'en laisse pas compter. On est justement avec la caméra à bord de sa moto, un japonais qui vient de Suzuka, où il vient de remporter les 8 heures de Suzuka sur un gros 4 temps 750, donc il n'a pas eu de problème à s'acclimater et à changer de catégorie. Non, effectivement, pour lui, passer de la 754 temps à la 252 temps, eh bien, ça n'a posé aucun problème, pas plus que le décalage horaire ou les différences de température, puisque si j'ai bonne mémoire, aux 8 heures de Suzuka auxquelles vous participiez, Christian Saron, et on peut dire que votre modestie mise à part, vous avez terminé 17e sur une des moins puissantes machines du plateau. Eh bien, vous avez connu la tempête. Oui, il y a eu un typhon, effectivement. Ça a été une course de 8 heures dans la tourmente, vent et pluie en permanence. Et Yukawa s'en est très bien sorti grâce en particulier à ses pneumatiques Michelin qui ont fait la différence. Et là, dans le paquet, justement, le seul à être équipé de Michelin, c'est Yukawa. Alors, est-ce que, également dans ces conditions de chaleur et de circuit de revêtement très abrasif, ces pneumatiques vont lui procurer un avantage? On le saura d'ici quelques tours, parce qu'il ne faut jamais s'emporter. Un avantage dans les premiers tours peut très vite par la suite devenir un inconvénient si on choisit des gommes un peu plus tendres ou un peu plus performantes, mais c'est certainement pas le risque qu'a pris Yukawa. Non, nous n'en sommes qu'au premier tiers de la course, et effectivement au niveau des pneumatiques, il peut se passer encore beaucoup de choses, parce que sur la piste de Jacques Aripagua, eh bien, il règne une chaleur intense, et le nouveau revêtement très abrasif, eh bien, met à mal les pneumatiques, que ce soit les Dunlop pour les hommes de tête ou les Michelin, comme vous le signalez, pour Yukawa. Eh bien, il est encore un petit peu tôt pour se prononcer, alors que là on voit les commissaires de piste s'agiter. Peut-être une chute dans le peloton aux arrière-postes. Devant, toujours un magnifique duel, une passe d'armes étonnante entre deux frères ennemis, et c'est Ralph Wallmann, semble-t-il, effectivement, qui a été au tapis, on vous le disait, un petit peu à la dérive, l'Allemand en début de Grand Prix, et là il a été à la faute. C'est la première fois depuis le début de la saison, puisqu'avant le départ de ce Grand Prix du Brésil, il était le seul de tous les pilotes du top 10 à avoir marqué, à avoir scoré dans tous les Grands Prix. Et bien là, pour le moment, il va peut-être pouvoir revenir dans les points, mais en attendant, il a été au tapis, et ça fait les affaires, eh bien, de Max Biaggi et de Tetsuya Harada dans le championnat. Oui, d'ailleurs, un Ralph Wallmann dont on disait qu'il était épicier, qu'il voulait marquer des points à tous les Grands Prix, mais qu'il n'avait peut-être un petit peu moins de brio. Il n'avait remporté qu'un seul Grand Prix. Et bien là, il vient de démontrer que toute la pression qu'il avait sur les épaules, parce que s'il est allé à la faute, c'est parce qu'il savait qu'en ce moment même se joue peut-être le tournant du championnat. Et le tournant, eh bien, il se passe mal pour lui. Il se passe mal pour Ralph Wallmann. Effectivement, là, il vient un petit peu perdre du terrain, perdre des points importants, puisque pour le moment, eh bien, c'est toujours Harada et Biaggi en 2e et 3e position qui font la bonne opération en marquant, oh là là, alors que c'est Yukawa là, qui vient lui de pas de faire une bonne opération, une glissade impressionnante de l'arrière et très très bien maîtrisée, donc peut-être un problème de pneumatique déjà à moins de la mi-course. Oui, déjà un problème, effectivement. Les pilotes sont à la limite, et les voir à ce stade de la course, depuis le début d'ailleurs, faire des petites glissades, des petits écarts, c'est pas étonnant. Mais ce que je remarque, c'est que Tetsuya Harada semble revenir petit à petit sur Olivier Jacques, et ça, c'est pas bon signe, parce que on ne voudrait pas, alors que Wallmann, voilà, lui, il a repris la piste, et il doit être en dernière position, parce qu'il vient de faire un intérieur à Curtis Roberts, et Curtis Roberts est généralement plutôt en fin de peloton qu'aux avant-postes. Donc pour le moment, eh bien, il ne marque aucun point, l'Allemand, tandis que Tetsuya Harada lui fait un véritable festival. Et encore une chute, c'est celle peut-être de William Coste, un pilote, voilà, le pilote de l'écurie Tech 3, le coéquipier d'Olivier Jacques, actuellement
en tête du Grand Prix du Brésil, eh bien William Coste a été au tapis. Devant, les choses commencent un petit peu à s'éclaircir pour Harada qui revient comme un boulet sur le Français, mais derrière, eh bien, Ukawa se montre extrêmement incisif et c'est Max Biaggi qui est en train d'en faire les frais. Il se fait attaquer à droite, à gauche. Le Japonais essaye vraiment tous les moyens pour se débarrasser, en tout cas pour venir à bout de Max Biaggi. On peut signaler qu'on a vu William Coste se relever, il ne semble absolument pas touché dans sa chute, c'est important de le dire, mais effectivement pour lui ça se déroulait mal depuis le début des essais. Ce Grand Prix du Brésil, il n'était pas à l'aise et sa chute le confirme, alors que Ralf Waldmann à l'écran, qui est 21e pour le moment, eh bien, va certainement remonter dans les 15 premiers et bien largement pour quand même essayer de limiter les dégâts et de marquer quelques points. Oui, quelques points qui peuvent compter double ou triple en fin de championnat au moment de faire l'addition finale. Devant, on retrouve Ukawa toujours à l'attaque de Max Biaggi. Voilà, et maintenant retour sur l'homme de tête qui, je vous le rappelle, depuis le départ, depuis que les hommes ont été libérés de la grille, est Olivier Jacques, le Français souverain sur la piste Nelson Piquet. Ici, un circuit qu'il connaît à fond. Vainqueur l'an dernier avec le record du tour et la pole position. Il est en passe de recommencer, mais on a encore 10 tours à parcourir avant, nous l'espérons de tout cœur, entendre résonner la Marseillaise pour la deuxième fois cette saison. On n'en est pas encore là. Derrière, les choses se gâtent un petit peu pour Max Biaggi qui à son tour est un peu à la dérive, comme Ralf Waldmann tout à l'heure. Oui, il a subi une attaque très sérieuse de la part du japonais Ukawa, Max Biaggi, une attaque en bout de ligne droite où Ukawa est arrivé à sa hauteur, mais Max Biaggi a été un peu plus incisif sur les freins et il a plongé le premier à l'entrée de cette grande courbe à gauche. On voit Max Biaggi qui relève le genou au passage des bordures pour exploiter au maximum la largeur de la piste. Si les pilotes mettent le genou à terre et s'appuient sur le genou dans les virages comme un troisième point d'appui, et bien par contre, du fait de l'inclinaison de la moto, ils doivent le relever pour passer au-dessus des bordures, sinon ils perdent à peu près 1 mètre en largeur de piste, en trajectoire, et c'est bien entendu 1 mètre qui est important sur la vitesse pour conditionner la vitesse de passage en virage. Voilà, 12 tours de l'arrivée, toujours Olivier Jacques en tête avec 1,2 seconde d'avance sur un Tetsuya Harada très très décidé à revenir sur le Français, bénéficiant d'une meilleure vitesse au bout de la ligne droite. Eh bien, Tetsuya Harada et son Aprilia vont essayer de revenir coller à la Honda d'Olivier Jacques. Derrière, toujours ce duel qui oppose Max Biaggi à Ukawa, et derrière, détaché, bien Loris Capirossi qui est débarrassé, semble-t-il, de toute attaque. Il n'y a personne devant qu'il puisse rejoindre, et en tout cas il n'a pas la pression d'un adversaire direct, puisque Ralf Waldmann, je vous le rappelle, a chuté il y a 2 tours et que maintenant il est en 21e position. Donc contrairement aux autres Grands Prix, là le paquet a très rapidement éclaté et on retrouve eh bien des duels un petit peu séparés. Olivier Jacques, impérial toujours, mais qui se fait remonter centimètre par centimètre par un Tetsuya Harada vraiment très très décidé. Et si le japonais revient au contact, alors là ça va être très dur pour Olivier Jacques de pouvoir eh bien, tenter sa chance, en tout cas de rester avec l'Aprilia. Oui, ce sera très dur pour lui parce que l'Aprilia est manifestement un peu plus rapide. Olivier Jacques avait un handicap de 4 à 5 km/h ce matin au warm-up par exemple sur Harada, 257 contre 261, mais Olivier Jacques est un battant. En bagarre, il s'est toujours tiré son épingle du jeu, mais on a vu que Harada justement également 4e dans l'avant-dernier virage au dernier Grand Prix d'Allemagne et puis 1er à la sortie. Donc les deux hommes savent ce que c'est que se battre, et dans les derniers tours, les derniers virages, il faudrait qu'Olivier Jacques puisse préserver sa petite seconde d'avance pour éviter d'avoir le japonais vraiment dans ses roues, dans son aspiration, mais ce sera difficile, il faut rester très concentré. Et lui, Harada, souhaiterait bien revenir sur Olivier Jacques parce que s'il pouvait mettre un homme entre lui et Max Biaggi pour le championnat, ce serait extrêmement important.
Il faut savoir qu'au petit jeu du chat et de la souris, eh bien, c'est souvent le japonais Harada qui se montre le plus fin. C'est lui qui sait saisir toutes les opportunités sans jamais les provoquer. Contrairement à Olivier Jacques, et on se souvient de sa magnifique attaque dans l'avant-dernier virage au Grand Prix d'Allemagne il y a maintenant 15 jours. Eh bien, lui, Harada est un opportuniste convaincu. Il sait profiter de la moindre ouverture, de la moindre faute, défaillance de ses adversaires pour s'infiltrer et venir s'emparer de la victoire. Alors que là, c'est Yukawa qui ne trouve pas la solution pour se débarrasser de Max Biaggi. Il faut dire que le triple champion du monde n'est pas non plus le premier venu. Oui, et puis peut-être que la solution, il ne veut pas vraiment la trouver non plus, puisque Yukawa est sur Honda comme Max Biaggi, et là il sait que le championnat est en train de se jouer peut-être avec Harada qui est devant, et lui étant pilote d'usine Honda, Yukawa le seul réellement pilote de développement d'ailleurs de l'usine, il se dit qu'il n'a peut-être pas intérêt à passer Max Biaggi et à se faire mal voir par l'usine. Donc même s'il n'a pas de consigne dans sa tête, il doit quand même se poser quelques questions. Oui, et pendant ce temps, eh bien, Tetsuya Harada revient à la force du poignet. Il remonte sur Olivier Jacques, il reste 10 tours et ça va être extrêmement dur pour le Français que l'on retrouve en tête, je l'espère, juste après cette page de publicité. Eh bien, moins de 10 tours de l'arrivée, aucun changement pour le moment au Grand Prix du Brésil, catégorie 250, où Olivier Jacques, le Français, fait un véritable festival. Mais il a maintenant dans ses roues, ça se profile, un danger de plus en plus imminent. C'est celui qui est derrière lui sur la moto toute noire, le numéro 31, Tetsuya Harada. Il se fait pressant. On a vu les chronos et là on aperçoit maintenant l'écurie qui vient de chronométrer Tetsuya Harada et qui lui fait signe qu'il faut y aller. Il remonte centième par centième sur le Français et il croit certainement en ce moment là en sa chance de victoire, Tetsuya. Oui, et puis il a toute son équipe de mécaniciens italiens qui sont là pour l'encourager. C'est pas la première fois qu'on les voit faire ça. Ils s'agitent souvent et font des signes de la main en lui disant vas-y, accroche-toi. Ça a l'air de marcher avec Tetsuya Harada qui quelquefois se laisse peut-être un petit peu aller, et ces mécaniciens le savent. Ils s'agitent, ils lui font signe attention, vas-y, là c'est important. Maintenant tu n'es qu'à quelques dixièmes d'Olivier Jacques, et si tu le rejoins, après ce sera plus facile pour toi. Donc il y a vraiment la pression entre les deux hommes. Les deux hommes sont vraiment dans les mêmes temps, une 54-26 pour Olivier Jacques, une 54-27 pour Tetsuya Harada, et là ils sont à la limite de ce qu'ils peuvent faire. Un Olivier Jacques qui d'ailleurs, pas noté par ses stands, vient de se retourner parce qu'il a senti que ça devenait difficile et que Tetsuya Harada revenait dans sa roue. Voilà, et derrière c'est Yukawa qui a réussi à se débarrasser de Max Biaggi à la force, pas la force du poignet, mais grâce au phénomène d'aspiration. Une machine, une Honda de développement, semble-t-il, un peu plus rapide que celle du triple champion du monde, et ça ne doit pas du tout lui plaire à Max Biaggi d'avoir une machine moins rapide que celle d'un de ses concurrents. Il se considère comme le numéro 1 chez Honda, et là pour le moment, eh bien, au niveau mécanique, le numéro 1 c'est Yukawa et c'est aussi Olivier Jacques, puisqu'ils sont largement, en tout cas bien servis en mécanique, et lui, eh bien, il doit se contenter de jouer les observateurs, alors que derrière, et bien Harada remonte ce diable de japonais. Max Biaggi, lui, eh bien, vient de faire voir à Yukawa qui était le patron. Le japonais du coup s'est écarté, il est parti sur la partie un peu poussiéreuse de la piste, il a coupé, et le Roman en a profité pour prendre une longueur d'avance. Tout au fond de l'écran, on voit Loris Capirossi, lui en 5e position, mais qui n'est pas en état de venir jouer les troubles faits. Devant, on voudrait bien voir un petit peu ce qui se passe, parce que eh bien, c'est cette remontée d'Harada que l'on surveille de près. Espérons, voilà, on revoit l'attaque d'Yukawa, de Max Biaggi sur Yukawa.
Oui, un Max Biaggi qui manifestement a réagi, mais c'était peut-être bien justement l'intention du Kawa. Il a vu que Max Biaggi petit à petit cédait du terrain sur Harada et il s'est dit plutôt que de rester derrière, je pourrais peut-être essayer de le tirer, de l'aider un petit peu en le doublant dans la ligne droite et en accélérant un petit peu le rythme, parce que là Biaggi il semblait être à son maximum et ne rien pouvoir faire. En tout cas ça l'a réveillé, ça l'a fait réagir Max, puisque maintenant il remonte alors que l'on voit au fond là une moto arrêtée. Difficile de connaître le numéro. Max Biaggi lui a bien réagi face à Yukawa tout à l'heure. Il est en 3e position détaché, et devant on aimerait bien savoir si Harada a réussi à faire la jonction avec Olivier Jacques, parce que maintenant il ne reste plus que 8 tours à parcourir et que le Français était menacé tout à l'heure. Est-ce qu'il a trouvé l'énergie suffisante pour réagir, pour venir remettre les pendules à l'heure? On aimerait bien le savoir, monsieur le réalisateur, s'il vous plaît. Eh bien, il m'a semblé, Eric, que Harada était revenu très près d'Olivier Jacques tout à l'heure dans la ligne droite, mais avait reperdu un petit peu de terrain. Donc c'est un petit peu un phénomène d'accordéon entre les deux hommes. Là, quand on est à la limite comme ça, eh bien, la moindre petite erreur, ils sont régulièrement, ils tournent à 2 dixièmes près à tous leurs tours, mais une fois c'est à l'avantage de l'un, une fois c'est à l'avantage de l'autre. Et bien entendu, c'est pas facile à gérer. Ce qu'on espère, c'est qu'aucun des deux hommes n'aille au tapis, parce que là, vraiment, la pression est grande et les risques sont maximum. On voit Stefano Perugini ici à l'écran en 6e position. Le pilote officiel Aprilia qui découvre la catégorie 250 ne s'en sort pas trop mal. Il avait réussi à se classer 5e en Hollande, et à 22 ans, il a une carrière plutôt prometteuse devant lui. Le jeune Italien, alors qu'il reste 7 tours à parcourir et que décidément le réalisateur, lui, doit avoir une dent contre les Français, peut-être contre Olivier Jacques, parce que à ce niveau de la course, on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Harada est revenu au contact, ça c'est une évidence, mais maintenant, est-ce qu'il va réussir à déborder le Français? C'est difficile à savoir sur des images du 6e. Stefano Perugini, solitaire 6e, alors que là on revient sur les hommes de tête. On a vu brièvement Olivier Jacques toujours devant, avec Harada vraiment là maintenant à moins de 5 mètres de lui, et derrière toujours la bagarre qui oppose Max Biaggi à Yukawa. Oui, un Max Biaggi qui, s'il n'est pas tout à fait à l'aise, puisqu'il n'est pas en bagarre devant, c'est pas son habitude, eh bien ça s'explique peut-être et tout simplement par le fait que Herve Kanemoto, son ingénieur, il n'est pas présent, puisque la mère d'Herve Kanemoto est décédée. Il a dû aller aux funérailles. Il n'est pas au Grand Prix du Brésil. L'américano-japonais, team manager et propriétaire de l'écurie qui fait courir Max Biaggi. Donc c'est peut-être là ce qui explique que Max ne soit pas aussi serein, en tout cas au niveau des réglages de sa mécanique. On l'a vu durant les essais s'arrêter régulièrement pour changer beaucoup de réglages, alors que quand il y a Herve Kanemoto, ça se passe de façon différente. Mais Max Biaggi a quand même eu recours au service de Luca Cadalora, parce que dans ces cas-là, et depuis le début de la saison, il interroge souvent son copain italien pour savoir un petit peu de quelle manière il peut améliorer ses réglages. C'est étonnant d'ailleurs ce manque, on va dire, d'expérience en ce qui concerne les réglages de la part d'un aussi grand champion. C'est sa faiblesse. Il a toute l'attaque, tout le talent qu'il faut, mais il sait qu'au niveau des réglages, il n'est pas très sûr de lui, et il prend conseil. Il prend conseil auprès de ceux qui veulent bien l'aider, comme Luca Cadalora. Effectivement, là vous venez Christian Saron de dévoiler un des petits secrets des Grands Prix. C'est effectivement Max Biaggi qui devrait rester en 250. C'est pratiquement acquis maintenant l'année prochaine, parce que la 500, il semble qu'il était l'essayer au Japon et que ça ne se soit pas passé comme il voulait. Donc il devrait rempiler pour une saison supplémentaire en 250 cm3. Et donc pour finir notre petite histoire, c'est Luca Cadalora qui règle la moto de Biaggi. Étonnant, mais c'est aussi ça l'esprit un petit peu italien très spécifique qui règne dans les Grands Prix.
alors qu'on revient à la bagarre qui oppose Ukawa et Max Biaggi. Et justement, moi j'ai vraiment l'impression qu'Ukawa là, il veut essayer d'aider Max Biaggi, mais il ne sait pas comment. Il bute derrière lui. Il est très facile, Ukawa, plus que ne l'est Max. Mais comment faire? Il ne veut pas le gêner. Il a essayé tout à l'heure de passer devant et instantanément Biaggi a réagi, il a repiqué à l'intérieur. Donc il se dit bon, finalement je vais peut-être rester derrière et ne pas l'embêter. Éviter de me faire tirer les oreilles à l'arrivée. Max Biaggi qui se retourne régulièrement pour voir où en est son adversaire à 5 tours de l'arrivée. Et ce que nous aimerions voir, nous Français, eh bien c'est Olivier Jacques en tête de la course avec dans ses basques bien collé, c'est Tetsuya Harada. Voilà, et merci monsieur le réalisateur. Et Tetsuya Harada a pris un tout petit peu d'écart là. Il s'est fait à nouveau distancer par Olivier Jacques qui a dû comprendre la menace, très bien pas noté par son stand et par Hervé Poncharal. Eh bien il a dû remettre un petit peu de charbon et là il s'est mis à nouveau à l'abri, mais il reste encore 4 tours et si l'on regarde les chronos on s'aperçoit que pour le moment eh bien ils sont favorables à Olivier, mais seulement de 2 dixièmes, et c'est très très peu. Oui, c'est apparemment pas Olivier Jacques qui a remis du charbon, c'est plutôt Tetsuya Harada qui avoue ses limites. Il n'arrive pas à revenir vraiment sur Olivier. Il était revenu pratiquement dans sa roue tout à l'heure, et est-ce qu'il a commis une petite erreur de pilotage? On ne pourra jamais le savoir, on n'a pas vu à l'écran et c'est dommage, mais bravo pour Olivier qui lui fait preuve d'une aisance particulière et d'une maîtrise totale. Il tourne régulièrement en 1,54 et cela sans se déconcentrer, sans vraiment subir la pression de Tetsuya Harada derrière. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que l'on a en fait des problèmes de pneumatiques, une usure importante. Et là, pour le moment, si l'on se fie simplement au chrono, mais aussi aux images que l'on peut voir, eh bien, il n'y a pas de grosse glissade, il n'y a pas de figure impressionnante. Ça veut dire que pour l'instant, eh bien, les pneumatiques sont plutôt bien portants, et qu'il n'y a pas d'alerte à avoir de ce côté-là. Oui, mais sur un circuit rapide comme ce circuit du Brésil, eh bien, les 250, on ne les voit pas partir vraiment en dérive comme les 500. C'est plus sur le fil, sur l'angle, au milieu de la courbe que les pilotes ont des pertes d'adhérence, mais c'est difficilement décelable à l'œil nu comme ça. Et ça ne les empêche pas de glisser. Ils ont également certainement, je crois, plus de problèmes avec le pneu avant, les 250, que les 500, parce qu'ils peuvent moins justement se réfugier entre guillemets sur la puissance pour caler leur moto dans les virages, mais ils doivent rentrer avec plus d'élan, et c'est de cette manière-là que l'avant se dégrade plus. Mais pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. On voit Biaggi qui reporte une attaque ici à l'intérieur sur Ukawa. Ukawa qui avait donc dû passer à nouveau. Devant, Olivier Jacques continue à mener le bal. Toujours le plus rapide dans son meilleur tour, mais le tour d'avant, eh bien, il semble qu'il était aussi une demi-seconde pratiquement plus rapide que son adversaire. Ça veut dire que c'est lui qui est le plus rapide, mais qui a le plus d'aisance en ce moment sur la piste Nelson Piquet ici au Brésil. Derrière, toujours un duo en bagarre pour la 3e place, Max Biaggi et Ukawa qui pourrait, en tout cas dans la situation où il est, porter une attaque sur Max Biaggi, mais qui ferait perdre des points à son chef d'équipe au championnat du monde, au classement provisoire, et ça serait quand même étonnant de sa part. Oui, puisque si les choses restent ce qu'elles sont à l'état actuel, eh bien Max Biaggi resterait leader du championnat du monde, mais avec seulement 3 points d'avance sur Tetsuya Harada, alors que si Ukawa le passait, eh bien il alors là, encore... attendez, excusez-moi de vous couper, mais il vient de se passer quelque chose d'assez étonnant là, juste dans le droite de l'arrivée, alors que nous faisions le compte des points. Eh bien Olivier Jacques est semblé à la dérive, un problème mécanique, en tout cas quelque chose qui l'a obligé à ralentir de façon importante. Aussitôt, on vous l'a dit, Harada opportuniste en a profité, et les deux hommes se sont frottés là dans la ligne droite. Ils sont venus au contact et ça a failli mal se passer pour Olivier Jacques, qui là se ressaisit peut-être une vitesse. Il a raté une vitesse dans l'entrée du virage, et là eh bien Harada, là c'est le genre de choses qui ne pardonne pas avec lui. Il ne faut faire aucune erreur, aussi minime soit-elle. Le japonais est passé maître
être dans l'art de saisir les opportunités. Et là, il vient d'en faire la démonstration. Mais Olivier s'est bien ressaisi et maintenant il est à nouveau dans la position d'attaquer Tetsuya Harada. Il a des meilleures trajectoires, une vitesse peut-être inférieure dans la ligne droite. On revoit là la manœuvre. Ça a été c'était vraiment très chaud parce que là Tetsuya Harada a été mauvais. Il est revenu vraiment fermer la porte, couper la route d'Olivier sur sa trajectoire, et les deux hommes ont réagi au dernier moment. Olivier, on a vu avoir, ça l'a énervé apparemment. Il a eu sa moto qui s'est et d'ailleurs il a repris l'avantage, mais non, Harada reporte une deuxième attaque à l'intérieur. Là c'est vraiment très chaud entre les deux hommes, et effectivement comme vous le disiez Eric, je crois que c'est un rapport, une vitesse qui s'est mal enclenchée sur la moto d'Olivier, qui lui a empêché d'accélérer correctement en sortie de ce virage. Et Harada en a bien entendu tout de suite profité, en essayant même de gêner Olivier. À moins de 2 tours de l'arrivée, il ne faudrait pas qu'Olivier se laisse emporter par la colère. On l'a vu porter tout de suite une attaque sur Harada, mais un petit peu à la dérive, un peu limite. Et là, au bout de la ligne droite, il va le recommencer. Il est un petit peu... Il est meilleur sur les freins. Il est un petit peu plus fort, ou alors il est carrément meilleur, comme vous voudrez. En tout cas, là, sur les freins, c'est évident. Il est beaucoup plus agressif que Tetsuya Harada. Oui, Olivier qui là apparemment a été très énervé par ce qui s'est passé. Harada a une conduite à la limite pas vraiment fair-play, je trouve, puisqu'il a, en plus d'avoir doublé Olivier Jacques qui manifestement avait un problème, cherché à le bloquer sur la trajectoire. Ça c'était dangereux en plus de ça, mais ça a énervé Olivier, et c'est peut-être tant mieux. C'est peut-être l'erreur qu'aura commis Harada sans le savoir, de vouloir en faire trop et de faire réagir Olivier de cette manière. Olivier qui, on l'a vu, s'impose manifestement à chaque freinage. Mais attention, dans la longue ligne droite, Harada va repasser. Regardez la vitesse supérieure, une puissance plus importante pour l'Aprilia numéro 31 d'Harada, et ça lui permet de passer en bout de ligne droite alors qu'il ne reste que 2 tours. Et là Olivier qui revient à l'intérieur parce que Harada a raté son point de corde, il a raté la trajectoire, et là c'est le Français qui s'est montré opportuniste. Attention, à moins de 2 tours de l'arrivée, un duel fabuleux qui oppose Olivier Jacques à Tetsuya Harada. Pour le moment, l'avantage est très léger en faveur du Français. Tetsuya Harada, lui, devrait profiter d'une puissance supérieure peut-être maintenant. Il va attendre un tout petit peu, mais s'il attend trop, c'en est perdu. Donc une tactique difficile à cerner dans cet avant-dernier tour de course. Oui, ce sera d'autant plus difficile qu'on a vu Harada vraiment passer facilement dans la ligne droite, et justement avant l'arrivée, il y aura cette longue ligne droite suivie d'une enfilade rapide, et dans cette enfilade rapide, par contre, Olivier, lui, dernier tour, attention, Olivier, lui, était plus rapide et reprend l'avantage. Donc on peut s'attendre à ce qu'Harada repasse à nouveau Olivier dans la ligne droite, et à ce qu'Olivier reporte à nouveau une attaque. Mais là, pour le moment, Olivier fait le forcing et semble décrocher légèrement Harada, et c'est peut-être là et maintenant que se joue la victoire. Elle est dans les mains d'Olivier pour l'instant. Il faut savoir aussi qu'Harada joue le championnat du monde. Il faut qu'il marque des points, qu'il remonte petit à petit sur Max Biaggi. C'est ce qu'il est en train de faire, puisqu'il est actuellement en 2e position et que Max Biaggi, lui, n'est que 3e. S'il a l'opportunité de remporter une victoire ici au Brésil, il ne va pas s'en priver, mais il n'ira pas jusqu'à risquer la chute. Il revient maintenant dans les roues du Français. Ça va se jouer au centimètre. Là, ça va être très chaud. Pour le moment, avantage à Olivier Jacques. Attention dans la longue ligne droite, voilà, on voit bien avec cette vue d'hélicoptère Harada qui se positionne, prend l'aspiration et déboîte Olivier. Et surtout là, un attardé qui va peut-être un petit peu gêner. Il a fermé la porte là. Harada, tout à l'heure il avait laissé un peu dans ce gauche justement un peu plus de place. C'est là qu'Olivier en avait profité pour plonger. Là il a refermé un peu sa trajectoire. Il est venu plus au point de corde. Olivier Jacques dans sa roue, il peut passer alors que Max Biaggi lui est à la dérive. Il était en 3e position, il vient d'éviter la chute. Un freinage dans ce gauche avant l'arrivée de la part d'Olivier Jacques sur Harada qui ne peut pas remettre les gaz suffisamment tôt pour revenir. Attention à cette arrivée. C'est gagné pour Olivier Jacques, je crois. Il a magnifiquement
calculé, il a pris l'intérieur au moment où il le fallait, et là Harada ne va plus pouvoir tenter grand chose maintenant. C'est le dernier droit avant l'arrivée. Attention, non, attention, une sortie de Tetsuya Harada, une vitesse supérieure pour l'Aprilia, mais ça ne suffit pas. Victoire, deuxième victoire de la saison et deuxième victoire sur ce circuit Nelson Piquet pour le Français Olivier Jacques. On se congratule dans l'équipe Tech 3, les techniciens et toute son équipe là se sont congratulés. Tetsuya Harada termine en deuxième position, alors que Max Biaggi, qui était troisième, est lui un petit peu dans les choux. Là, il n'est pas dans les 4 premiers. On l'a vu dans le bac à gravier, il a limité la casse, il est en 5e position, donc il perd beaucoup de points et ça change tout au championnat. Et là, il y a un bouleversement au classement. Oui, Max Biaggi effectivement perd la tête du championnat sur cette erreur, et encore il s'en sort bien, puisqu'on l'a vu traverser le bac à gravier, ne pas chuter et terminer en 5e position au lieu de la 3e. C'est finalement limiter les dégâts, mais maintenant Harada s'est installé malgré le fait qu'il ait perdu la victoire, et là on ne va pas se... Voilà, on revoit l'image. Là, il faut tout le talent d'un triple champion du monde pour éviter la chute, parce que c'est un bac à gravier qui est censé ralentir les motos, il est très profond, et c'est plutôt la position d'un enduriste là qui a adopté la Max Biaggi. Au passage, puisqu'on parle d'enduro, il faut féliciter Stéphane Peter Hansel de son titre de champion du monde d'enduro en 250, et puis féliciter aussi Olivier Jacques, le Français, qui vient de s'imposer ici au Grand Prix du Brésil. Maintenant, on se retrouve tout de suite pour la catégorie 500 cm3. On se retrouve maintenant au départ de la course des 500 cm3 pour le Tour de Chauffe, avec, ce n'est pas une surprise, la 7e pole position de la saison réalisée par Michael Dohan au guidon de sa Honda NSR d'usine en 1:51,995. Et l'autre bonne surprise, c'est Luca Cadalora sur la Yamaha officielle en 2e position en 1:52,35. À ses côtés, en 3e position, on retrouve Carlos Checa, qui a réussi lui un très bon temps en 1:52,46. Et enfin Tadayuki Okada, 1:52,49. La bonne surprise, c'est Jean-Michel Bell. Oui, Jean-Michel Bell en 2e ligne, 5e temps, juste derrière Doriano Romboni sur l'Aprilia V2. Jean-Michel Bell, qui malgré un handicap de près de 20 km/h en vitesse de pointe, réalise une excellente performance. En 2e ligne, il y a un peu plus d'une seconde de 3 de la pole position. Donc c'est très très beau. Oui, aussi quelques soucis durant les essais de vendredi, puisqu'il a cassé sa moto légère. Des problèmes de mécanique qui l'ont empêché un petit peu perturbé, disons, cette séance d'essai, mais il s'est bien rattrapé dans la dernière séance samedi après-midi. À noter aussi au Brésil, sur ce circuit de Jacaripagua, c'est le grand retour du Français Régis Laconi. Oui, un Régis Laconi qui se classe à la 15e position. Une 15e position, on va dire une place raisonnable, parce que après 2 mois d'absence et les blessures qu'il avait connues, il avait été touché au foie, au poumon, des côtes cassées, il a voulu jouer la prudence, Régis Laconi. Il a la forme, il s'amuse, il se fait plaisir sur la moto, mais il sait qu'il faut prendre son temps en patience. Voilà, les pilotes qui continuent de leur tour de chauffe avant de revenir sur l'après-grille, avec les positions championnat du monde, avec toujours en tête Michael Dohan, largement devant Nabuatsu Aoki. Tadayuki Okada en 3e position, Alex Cribillet, qui devrait peut-être revenir à Brno, lui est en 4e position, et Carlos Checa, lui, est 5e. Ici sur le circuit Nelson Piquet, la nouvelle, c'est un peu ce qu'on va attendre, en tout cas, c'est peut-être le couronnement pour la 4e fois consécutive de Michael Dohan. Oui, un Michael Dohan qui peut s'imposer
Mais il faudrait pour cela que Aoki ne finisse pas dans les 8 premiers et qu'Okada ne termine pas dans les 4 premiers. C'est pas vraiment ce qu'on souhaite pour le championnat du monde. On sait que bien entendu Michael Doohan a toutes les chances d'empocher une 4e couronne successive, mais s'il peut faire durer un petit peu le plaisir, on ne s'en plaindra pas. Je ne suis pas sûr que ce soit un genre de garçon à faire le spectacle, et en tout cas s'il ne peut ici, il va essayer de gagner. Il part en tout cas favori parce qu'il a réalisé un chrono époustouflant. Il a littéralement explosé le record de l'an dernier de plus d'une seconde sur une piste qui pourtant a été entièrement refaite, mais qui n'accordait pas toute satisfaction. Oui, les pilotes ont d'ailleurs fait presque grève vendredi. Il n'y a pas pu y avoir d'essai parce que le revêtement partait. On a fait un revêtement très neuf qui a séché très rapidement et apparemment les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà, maintenant tous les pilotes sont sur la grille avec à droite sur votre écran l'auteur de la pole position Michael Doohan. Peut-être un 4e titre au bout de cette course. À ses côtés Luca Cadalora, Carlos Checa et Tadayuki Okada. Attention à la petite lumière verte en haut à droite. Michael Doohan, et qui pour une fois semble-t-il a réussi son départ. L'Australien qui d'habitude est plutôt prudent et se laisse enfermer, et bien là il semble être dans le bon paquet. Mais celui qui vire en tête, et bien c'est semble-t-il Tadayuki Okada, son coéquipier au sein du team Honda du HRC, qui semble lui avoir grillé la politesse, alors que là, et bien dans l'autre série, c'est Norifumi Abe, le japonais, qui lui a surpris tout le monde. Il partait très très loin de la 3e ligne, et là il est tout de suite en tête. Oui, un Norifumi Abe qui l'an dernier avait impressionné. Il avait terminé 3e du Grand Prix du Brésil, mais il avait longtemps bagarré pour la victoire. Doohan avait même fait une petite faute, il était sorti dans l'air, et c'est seulement dans le dernier tour que Doohan avait pu s'emparer du commandement pour remporter ce Grand Prix. Voilà, Doohan qui vient d'ailleurs de reprendre la tête. Tout de suite de prendre la tête, à peine un demi-tour de course de couvert. Je vous rappelle, il y a 24 tours à faire ici en catégorie 500, et tout de suite Michael Doohan aux avant-postes. Il a au bout un 4e titre et surtout une 43e victoire en Grand Prix 500 du jamais vu depuis très très longtemps, depuis Agostini. On n'en est pas encore là. Il va falloir maintenant suivre avec attention la course tactique de Michael, qui semble parti en tout cas pour survoler ce Grand Prix, parce qu'aux essais il était intouchable. Michael Doohan aux essais a fait une série de tours très impressionnante. Il a vraiment essayé de s'adapter au circuit là où les autres pilotes ont buté sur les bosses, sur le revêtement très dégradé. Et bien lui a simplement déclaré qu'il ne pouvait pas trouver les réglages parfaits, et donc il allait essayer de s'habituer à ce circuit, aux bosses, et c'est ce qu'il a bien entendu une fois de plus parfaitement contrôlé. Voilà, alors qu'on va boucler le premier tour de course, et bien Michael Doohan a creusé déjà un léger écart sur Norifumi Abe. Tadayuki Okada est 3e, Carlos Checa 4e, l'étonnant Jürgen Fuchs lui est en 5e position, et Nabuatsu Aoki est en 6e position. Alors que Okada vient de s'emparer de la 2e place aux dépens de Norifumi Abe, et dans la partie sinueuse, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit dans la longue ligne droite qui fait plus d'1 kilomètre, mais non, la Yamaha avait bien résisté derrière Michael Doohan. Les Yamaha qui ont progressé, qui ont une vitesse de pointe maintenant seulement à 3 km/h, je vois aux essais et au warm-up ce matin, des meilleurs Honda, donc un très bon point de ce côté. Mais Abe, lui, par contre, ne semble pas tout à fait à l'aise dans cette partie sinueuse. À noter l'absence dans ce peloton de tête de Luca Cadalora, qui avait réalisé le 2e temps. Le pilote italien s'est laissé enfermer au départ, et il n'est pointé qu'en 9e position. Ça va être très très dur là, parce que les écarts déjà se creusent de façon importante. Un groupe de 4 en tête de ce Grand Prix, avec toujours Michael Doohan, Okada, Abe et Checa. Checa qui tente une attaque sur Abe, ça ne passe pas, et derrière, eh bien, c'est un peloton encore plus compact, emmené par Jürgen Fuchs. Oui, et Luca Cadalora, lui, était en bagarre avec Jean-Michel Bell pour la 8e place. Jean-Michel était 8e, mais je crois que Luca Cadalora vient juste de le passer. Jean-Michel Bell qui, lui aussi, n'a pas réussi un très bon départ. Pour revenir à Luca Cadalora, on va simplement préciser que c'est un finisseur. Et donc, oh là 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 là, et là c'est une chute de Carlos Checa qui a été touché là, sa roue avant est venue percuter, on va peut-être revoir l'image, il a percuté l'arrière de la Yamaha
de Norifumi Abe et il n'a pas pu redresser. Là c'était peut-être une petite erreur tactique de la part de Carlos Checa, un petit peu optimiste en ce début de Grand Prix, donc un des favoris. Voilà une chute impressionnante qui se termine heureusement sans gravité dans les graviers. Donc une de plus, la 4e de la saison en course pour Carlos Checa. Ça commence à faire beaucoup. Oui, un Carlos Checa qui a tenté de façon un peu optimiste de faire l'intérieur au freinage, de freiner un peu plus tard sur Abe, mais Abe ne l'a pas vu. Il a logiquement pris le point de corde et là Checa n'avait plus grand chose à faire que d'essayer de redresser la moto, mais ça n'est pas passé. Oui, parce qu'il faut savoir ici que sur la piste de Nelson Piquet, eh bien, il y a beaucoup de courbes plutôt rapides et donc eh bien, la moindre faute, ça ne pardonne pas. On va revenir sur les petits problèmes de revêtement qu'a entraîné ce circuit qui a été resurfacé durant l'hiver, mais la température très élevée qui règne au Brésil en ce moment eh bien, a créé des problèmes avec le bitume. Il a fallu, on vous l'a dit, mettre du ciment à prise rapide vendredi et on a craint un petit peu une grève, peut-être un boycott du Grand Prix et finalement tout est rentré dans l'ordre. Les temps ont finalement réussi à descendre et Michael Dohan eh bien, fait un petit peu contre mauvaise fortune bon cœur parce que là il n'aime pas du tout ce circuit. Il a déclaré qu'il le trouvait dangereux, inintéressant et ça ne l'empêche pas de caracoler en tête après 3 tours de course. On a au bout de ce Grand Prix, je vous le rappelle, peut-être la 4e couronne pour l'Australien. Mais on n'en est pas encore là. Maintenant on retrouve Nabuatsu Aoki en 5e position qui a réussi à se débarrasser de Jürgen Fuchs qui est maintenant sous la pression de Cité Gibernau. Donc beau tir groupé pour l'instant des 2 pilotes Yamaha, mais il semble qu'ils faiblissent alors que Luca Cadalora lui remonte à vitesse grand V. Luca Cadalora semble avoir déjà gagné 2 ou 3 places, mais c'est la même chose pour Jean-Michel Bell. D'ailleurs, je voudrais rectifier, il n'était pas à 1 seconde 3 de la pole position, mais à juste 1 seconde. Ça mérite quand même d'être précisé, parce que la performance est importante. Et donc ces 2 pilotes semblent pour l'instant remonter sur, non pas l'homme de tête, mais sur ceux qui sont juste derrière Michael Dohan. Voilà, on note aussi en 10e position Régis Laconi qui fait son grand retour ici au Brésil après sa terrible chute au Grand Prix d'Autriche il y a 2 mois. Et donc magnifique début de course pour le Français qui nous a dit ne ressentir aucune gêne physique, simplement il est à court de moto, donc il ne sait pas s'il va pouvoir tenir la distance parce qu'au Brésil il fait très très chaud en ce moment. Et après cette glissade là de Tadayuki Okada, on s'aperçoit que les pneumatiques vont aussi être mis à rude épreuve, Christian Saron, et là il y a un choix de tactique qui peut fausser la course. Oui, le revêtement est neuf, mais il est très abrasif ce revêtement. C'est ce qui explique que dans la catégorie 500, les temps ont été améliorés par rapport à l'an passé d'1 seconde 3, 1 seconde 4. En catégorie 250, c'est beaucoup plus, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc, ce revêtement abrasif risque de poser des problèmes pour l'usure du pneumatique arrière en fonction des réglages choisis par les pilotes, mais également de la qualité de gomme. Eh bien, ce sera difficile d'aller au bout du Grand Prix avec un pneu en bon état. Donc il va falloir ménager ses pneumatiques à ce petit jeu. Michael Dohan est très très fort aussi. C'est non seulement un attaquant de premier ordre, mais aussi un fin tacticien qui s'envole pour le moment, ne laissant derrière lui que Tadayuki Okada capable de le suivre. Et derrière, eh bien, ça se bagarre ferme avec Norifumi Abe. Oui, et c'est également, on va suivre Luca Cadalora qui suit Jürgen Fuchs avec le numéro 16, la moto numéro bleu. Et ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'il l'attaque, qu'il porte une